Et maintenant, un enjeu crucial avec l'accélération de la numérisation, c'est donc l'identité numérique des entreprises et des individus. Donc, des questions fort intéressantes vont être soulevées lors du prochain panel, comme la sécurité des données, le rôle de l'État et le poids économique de cette identité numérique en ligne. Le panel va être animé de main de maîtresse en fait, par Madame Anne-Marie Faber, qui est vice-présidente marketing chez GoSecure. Alors, vous pouvez préparer vos questions dans le chat, vous connaissez la formule, et donc on va pouvoir les poser lors de la période de questions. Ça va être Anne-Marie qui va s'occuper de gérer le tout. Alors, sans plus attendre, Anne-Marie, je vous laisse la parole et pour discuter là, donc de ces questions pertinentes et très actuelles. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais prendre quelques petites secondes sur votre temps pour remercier les organisateurs de l'événement de m'avoir convié. Aujourd'hui, je vais être là. Donc, dans un premier temps, j'aimerais, si vous me le permettez, laisser la parole à nos intervenants. Je vais les nommer rapidement, mais j'aimerais qu'ils puissent se présenter eux-mêmes. Je pense que c'est important. Donc, nous avons avec nous Vincent Bergeron, qui est associé avocat et agent de marque chez Robic. Nous avons également Martin Bertillon, qui est CEO et fondateur de Elucidia Group. Marc-André Paquette, directeur transformation de la profession et projets spéciaux à l'Ordre des CPA du Québec. Et Sophie Deschênes-Hébert, conseillère juridique principale chez TELUS. Et j'ai envie de dire les dames d'abord. Alors, Sophie, à vous la parole. Oui, pour vous présenter. Moi, j'entends pas. Sophie, on vous entend pas. Ou moi, je vous entends pas. Petit problème technique, je m'excuse. Bonjour. Je pense que je vais faire des t-shirts. Vous êtes sur mute parce que oui, c'est ça, exact. Ça, c'est bon, des petites pancartes. Non, c'est bon. Mais je vous laisse la parole. Alors, ben voilà, c'est ça. Je suis conseillère juridique principale chez TELUS. En fait, dans le cadre donc de mes fonctions, je suis appelée à travailler avec beaucoup d'enjeux qui ont trait au droit du marketing, à la publicité, à la vie privée, beaucoup d'enjeux contractuels aussi. En bref, tout ce qui peut impacter les consommateurs de près ou de loin, ça tombe pas mal dans mes fonctions. Avant ça, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet qui s'appelle LJT, en droit de la publicité également, où je faisais sensiblement là, les mêmes domaines de droit, donc marketing, vie privée, propriété intellectuelle. Vincent Bergeron, peut-être? Oui, donc d'abord, suis-je sur mute? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait, fantastique. Alors, j'y vais. Donc, Vincent Bergeron, oui, je suis associé chez Robic et je suis là-bas leader du groupe des technologies émergentes. Il faut savoir, Robic, on est un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle et droit des technologies. Donc, on est souvent en première ligne du développement des innovations technologiques, que ce soit au Québec ou à l'international. Donc, souvent, on voit les technologies quelques années avant même qu'elles soient commercialisées. Donc, on a accès à des petits scoops. Et donc, on est bien placé pour voir émerger ces technologies-là et accompagner les différentes organisations, des petites aux grandes, qui les développent pour en tirer un profit de manière stratégique, y compris pour tout ce qui est question d'identité numérique. Non. Non? Vous m'entendez pas? Ah oui, là, on vous entend. Oui, maintenant, oui. OK, il y a un petit décalage. Donc, je disais, M. Bertillon, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais faire le test du mute, moi aussi. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bon, merci. Bon, moi, c'est Martin. Je suis le président de Mondata. On est une firme en cybersécurité. Donc, nous, on aide les entreprises à protéger les données, puis à migrer les workloads vers l'info nuagique. Donc, dans le cadre de ce qu'on fait à tous les jours, bien, on voit là, les enjeux que les entrepreneurs ont à protéger les données personnelles de leurs clients, de leurs partenaires, de leurs employés, les enjeux qu'ils ont aussi à demeurer efficaces et compétitifs. Donc, nous, on a développé une série de produits qui sont made in Québec, là, de la propriété intellectuelle québécoise,
D'ailleurs, merci Vincent pour nous aider sur les brevets. Puis, on aide ces entreprises-là à détecter où sont leurs données sensibles, par où elles ont transigé. On protège le périmètre, on protège les dispositifs. Avant ça, ce que je faisais, ben, j'ai fondé aussi, je suis un entrepreneur en cybersécurité, donc j'ai fondé une autre compagnie en 2004 qui était plus dans la gouvernance de la cybersécurité. On a grossi cette entreprise-là qui a été vendue à TELUS. Ensuite, j'ai été responsable de la sécurité, là, différents volets de la sécurité pour TELUS pendant 3 ans. Puis l'appel de l'entrepreneuriat était trop fort. Donc, j'ai reparti une nouvelle compagnie qui s'appelle Mondata. Puis, ça me fait plaisir de participer au panel sur l'identité numérique aujourd'hui avec vous. Et puis, le dernier et non le moindre, Marc-André Paquette, s'il vous plaît, une brève présentation. Bonjour à toutes et à tous. Marc-André Paquette à l'Ordre des CPA. Bon, l'Ordre des CPA, entité qui vise à protéger le public du Québec. Donc, on travaille en collaboration avec les 40 000 membres CPA, oui, au Québec, évidemment avec nos partenaires ailleurs au Canada, puis même la profession un petit peu ailleurs dans le monde, pour s'assurer qu'on soit à jour. Puis c'est un petit peu ça dans quoi je baigne avec mon rôle dans la transformation de la profession. On parle, oui, d'identité numérique aujourd'hui. Ça fait partie d'un lot de données. Et ben, les CPA qui travaillent en cabinet, en entreprise, dans la fonction publique, peu importe, sont habitués à jouer avec la donnée, financière ou pas. Donc, c'est là où est-ce qu'on a des enjeux qui sont sur notre radar. Et moi aussi, ça me fait plaisir de participer à ce panel-là. Super, donc merci beaucoup à vous quatre. Je suis certaine que cette heure sera très agréable. Donc, on se lance avec la première question qui concerne, est-ce que vous pensez que l'identité numérique serait mieux en tant que simple facteur d'identification ou plutôt comme un projet qui rejoint plusieurs facettes de la vie des citoyens de la province? Mais, petite pause avant de vraiment plonger, je pense que ce serait peut-être important de donner une définition à l'identité numérique. Et je sais que Martin a fait quelques recherches de ce côté-là, donc j'ai envie de passer la parole du côté de M. Bertillon. Et si vous voulez commenter par la suite, vous pouvez évidemment, nos trois autres panélistes, embarquer dans la mêlée. Mais commençons par définir l'identité numérique avant de répondre à la première question que je répéterai là, dans quelques secondes. Martin? Merci. Bon, ben, je vais commencer par définir quelques termes. C'est quoi l'identité? C'est quoi notre identité? Ben, c'est une série d'attributs qui nous caractérisent, qui nous permet de nous différencier. Par exemple, notre nom, notre prénom, notre adresse, la couleur de nos yeux, notre sexe. Donc, ces attributs-là forment notre identité. Puis au Québec, ben, lors de notre naissance, là, il y a un acte de naissance sur lequel là, on écrit votre nom, le nom de vos parents, puis le prénom bien orthographié, votre date et l'heure de naissance. Donc ça, cet acte de naissance-là, là, c'est un identifiant. Donc c'est comme un permis de conduire, c'est comme une carte d'assurance maladie. Donc on a notre identité, qui est les attributs qui nous caractérisent. Ensuite, on a des identifiants. Le premier, c'est l'acte de naissance, parce que c'est quand on vient au monde. Puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour créer notre identité, pour la générer une première fois, nos parents sont obligés de présenter leurs propres identifiants, peut-être un permis de conduire, peut-être leur carte d'assurance maladie, pour que le médecin puisse donner l'information, certifier l'information sur l'acte de naissance. On a d'autres identifiants, comme le permis de conduire, la carte d'assurance maladie, je les ai nommés tantôt. Pour avoir un permis de conduire, une carte d'assurance maladie, il faut avoir un acte de naissance. Ensuite, on a un autre concept qui est important, c'est l'authentification. C'est quoi l'authentification? Ben, c'est de s'assurer que quand je présente un identifiant, cet authentifiant-là est valide. Aujourd'hui, c'est fait manuellement. Je vais à la caisse ou à la banque, je présente mon permis de conduire, 2 cartes d'identité, ma carte d'assurance maladie, puis la personne va regarder ma photo, va me regarder, va dire « Tu es authentifié, c'est vraiment toi ». Donc ça, c'est le volet authentification. Puis, qu'est-ce qui est important en plus dans tout ce grand scheme of things-là, c'est les autorisations. C'est-à-dire qu'une fois que je suis authentifié, on sait que je suis qui je prétends être, on m'autorise à avoir accès à certaines données, à certaines ressources. Donc, je pense que quand on parle d'identité numérique, mais c'est le fait d'être en mesure de faire tous ces éléments-là, là,
d'avoir des identifiants numériques, d'avoir des authentifiants qui sont numériques, sans nécessairement avoir à transporter des documents papier comme notre permis de conduire, notre carte d'assurance maladie, notre acte de naissance. J'espère que c'est comme suffisant comme définition. Est-ce qu'on a consensus ou il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Consensus, super. Donc, on plonge avec sa première question qui, bon, sachant avec la définition qu'on vient de donner à l'identité numérique, est-ce que ce serait mieux que ce soit un simple facteur d'identification en ligne ou alors ça devrait être un projet qui rejoint et qui touche à plusieurs facettes de la vie des citoyens du Québec? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Sinon, je décide. Moi, je peux y aller. Je peux jeter la table, dresser la table. Je vais mettre une certaine nappe, là. En fait, c'est sûr que pour les efforts qui vont être déployés, pour les efforts qui sont envisagés, ça va devoir être plus qu'un simple facteur d'identification. Si je me mets juste dans la peau d'un citoyen actuellement, un facteur d'identification, il y a des pseudos sur Facebook, il y a des pseudos sur LinkedIn, il y a des pseudos un petit peu partout, il y a des courriels qui lui permettent de l'identifier. Un facteur d'identification uniquement, on en a déjà. Il y en a même qui sont déjà numérisés, là, des identifiants numériques. Donc, circonscrire ce projet-là avec un simple facteur d'identification qui est peut-être sécurisé, ça va limiter beaucoup les possibilités que cette nouvelle technologie-là pourrait permettre. Et on penserait peut-être à côté de fonctionnalités qui, là, à ce moment-là, ajouteraient de la valeur pour un membre du public. Je pense qu'on va y revenir tantôt, mais si on veut que ça soit un projet qui est attirant, dans lequel les citoyens vont vouloir s'embarquer, il va falloir que ce soit plus qu'un simple facteur d'identification. C'est sûr qu'on pensait à ce que ça soit une façon de regrouper nos données personnelles, un genre de wallet unifié qui nous permettrait d'avoir à un seul endroit, fortement sécurisé encore, plusieurs données nous étant personnelles, mais encore là, ça va au-delà de l'identifiant. Ça devient un portefeuille numérique, ça devient une mallette qui va nous permettre de transporter et d'échanger, d'interagir avec des organisations avec un one-stop shop. Ce serait peut-être la table que je dresserais. Merci beaucoup. Est-ce que, Vincent, il y a quelque chose à ajouter pour enchaîner peut-être? Oui, j'ajouterais à ça, moi, que ce serait important que ce soit un projet qui est transversal pour différentes raisons, celles que Marc-André vient d'évoquer premièrement, mais par ailleurs, si on veut que ce soit un projet qui ait l'adhésion du public, des citoyens, des entreprises, parce qu'évidemment, les entreprises pourraient bénéficier de ces services-là également, je veux dire, c'est la façon d'amener une espèce de confiance autour d'un système. Parce que quand on a une multiplication de petites initiatives, le problème, c'est qu'après ça, il suffit que l'une d'elles, développée peut-être avec moins de ressources, des processus moins sécuritaires, qui arrive une bourde pour que finalement ça entache tout le système, toute l'idée derrière l'identité numérique. Donc, je pense qu'on est mieux de viser peut-être un projet plus large, plus grand, mais qui va amener une question de réduction de coûts d'échelle, mais après ça, aider à réduire les risques de fraude puis gagner peut-être un peu plus la confiance du public. Merci beaucoup. Sophie, j'ai envie de dire un background un peu différent. Est-ce que votre ligne de pensée va dans le même sens? Oui, tout à fait. Mais en fait, je pense que dans la continuité de ce que disait Vincent, tu sais, quand on lit la documentation qui a été élaborée par le gouvernement du Québec, si on parle vraiment du projet d'identité numérique gouvernemental, pour moi, c'est pas clair non plus qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, là, dans le sens où, en fait, ce qui me semble clair, c'est qu'ils veulent simplifier le processus interne au gouvernement parce qu'ils réalisent qu'il y a vraiment beaucoup de multiplication de demandes qui sont faites auprès des citoyens de s'identifier et de répéter toujours les mêmes informations et c'est comme très fastidieux du point de vue du citoyen de venir à obtenir des services et de s'identifier. J'ai l'impression qu'il y a comme un objectif de simplification et d'augmentation de l'efficacité là, du côté du gouvernement puis pour améliorer l'expérience du citoyen. J'ai pas l'impression à ce stade-ci, par contre, que le projet va au-delà de ça.
Donc, comme dit Vincent, je pense qu'effectivement, tant qu'à mettre les énergies puis à mettre les ressources pour développer quelque chose, on devrait s'assurer que ça puisse être utilisé au-delà de simplement des fins de services gouvernementaux. Merci beaucoup. Toute cette notion d'objectif, on va y revenir évidemment. J'ai l'impression que c'est un petit peu le cœur de la discussion. Avant ça, Martin, simple facteur d'identification ou projet transversal? Le simple facteur d'identification, on a déjà ClickSecure, ça existe déjà. Pour moi, c'est vraiment pas suffisant. Je vais reprendre un peu l'image du portefeuille numérique, là, tantôt la mallette numérique, je ne sais pas comment Marc-André l'a amené, mais l'idée, c'est d'être capable de transporter. Je pense que si on veut que ce projet-là soit un succès, il faut y réfléchir d'avance quand même. Il faut se fixer des objectifs. On va en parler, je pense, plus tard. Mais l'image de la mallette ou du portefeuille numérique où l'ensemble de nos identifiants pourrait être digitalisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tantôt, je disais un identifiant, c'est comme votre certificat de naissance, votre permis de conduire, votre carte d'assurance maladie, ça peut être votre carte d'accès bancaire, tout ça serait digitalisé. Les objectifs qu'on doit avoir, c'est réduire l'empreinte numérique qu'on a parce que nos données d'identification sont partout, sont chez des commerçants, sont à notre banque, sont à 8 ministères, sont partout. Donc, les facteurs d'attaque sont énormes. Je peux me faire breacher partout, chez ma banque, au ministère de l'Éducation parce que j'ai étudié au Québec, au ministère du Revenu parce que je paye de l'impôt au Québec. Donc, si on avait un portefeuille digital, où est-ce que cette information-là l'information serait, je ne sais pas comment le dire en français, mais juste l'information nécessaire sera au revenu, juste l'information nécessaire sera à l'éducation, juste l'information nécessaire sera à ma banque, puis il y aura un système de trust à travers, ça va répondre à plusieurs objectifs, puis ça va nous permettre de faire des transactions beaucoup plus rapidement. Mais comme le disait notre collègue tout à l'heure, quand on lit sur le projet, ces facteurs-là ne semblent pas mis au premier plan, là. Donc, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour avoir une bonne vision de quel est le projet d'identité numérique au Québec. Moi aussi, mon day-to-day baigne dans la cybersécurité, puis on va venir à ce sujet qui est la sécurité des données avec tout ce qu'on entend dans l'actualité depuis un certain temps. Je pense que c'est normal que ce soit une préoccupation. Avant ça, l'objectif en arrière de la création d'identité numérique, selon vous, ça devrait être quoi? Quel devrait être l'objectif derrière cette création par le gouvernement du Québec d'une identité numérique? Vincent a l'air d'avoir quelque chose à dire. Je vais lui laisser la parole. Oui, écoute, moi, je pense qu'ici, sur la question de quel devrait être l'objectif, c'est qu'on doit d'abord se demander, est-ce qu'on discute de ce sujet-là présentement juste sur la base de le gouvernement souhaite mettre de l'avant un projet, ou est-ce qu'on devrait prendre un pas de recul et se dire quel devrait être l'objectif au sens large de pouvoir détenir un système qui permet une identité numérique? Parce que quand on parle du gouvernement, évidemment, c'est pour une question de simplifier l'accès aux différents services publics, simplifier la façon dont nos données peuvent être transigées, la façon dont on s'authentifie, tout ça. Donc, c'est assez clair qu'est-ce que ça pourrait être comme avantage au niveau gouvernemental. Mais maintenant, au niveau du citoyen, qu'il soit un citoyen, une personne, un individu, ou qu'il soit un citoyen corporatif, une PME, peu importe, en ce moment, en pleine pandémie, vous vous en rendez compte, presque toutes les transactions conclues se font de manière numérique. Et au final, nos informations, nos renseignements personnels se retrouvent morcelés puis reproduites un peu partout, comme vient tout juste de le dire Martin. Donc, pour moi, à terme, si on veut parler d'identité numérique, ce serait intéressant de regrouper tout ça, ou du moins de bénéficier du fameux portefeuille ou de la mallette numérique qui permettent d'avoir un système fiable, sécuritaire, sur lequel les citoyens ont confiance et pour lequel beaucoup de PME pourraient peut-être pouvoir utiliser un peu ce système-là pour pouvoir identifier, authentifier les clients auprès d'eux, plutôt que se développer des petits systèmes à la main avec les moyens du bord, parce que beaucoup de PME, quand elles grandissent, vont devoir faire ça avec des moyens limités. Donc, au final, pourquoi pas essayer d'aider l'écosystème au sens large? C'est sûr que c'est un projet qui serait de plus grande envergure, mais qui aurait, à terme, je pense, une beaucoup plus grande utilité pour les citoyens au Québec. Merci, Vincent.
Est-ce que quelqu'un souhaite enchaîner? Oui. Ben, moi, je vais continuer. Les parfait. objectifs. Excuse-moi. Un petit Non, délai. parfait, Donc, vas-y. les objectifs, je pense que le premier, j'en ai parlé tantôt, réduction de l'empreinte numérique, parce qu'on ne veut pas que nos données personnelles soient copiées partout. Réduction de la fraude aussi. Si je dois émettre un consentement parce que c'est numérique lorsque une entité utilise mes renseignements personnels, je pense que ça va répondre. Il faut que ce soit un des objectifs là, du projet d'identité numérique. Augmentation de l'efficacité opérationnelle. Tantôt, Vincent en a parlé. Moi, je suis un employeur, j'ai des employés. Si mes employés avaient leur mallette numérique, puis j'étais capable, sans avoir toute l'information, je vais donner l'exemple juste des études. Aujourd'hui, les gens doivent nous amener un diplôme ou un identifiant là, qui démontre qu'ils ont réussi tel niveau de scolarité. Mais si je pouvais juste valider d'une façon numérique avec un jeton pour dire, bon, ben, est-ce que l'employé A a vraiment un baccalauréat en informatique? Je vérifie sur l'espèce d'infrastructure d'identité numérique. Puis on me répond oui ou faux. Puis j'ai pas besoin d'avoir son diplôme, j'ai pas besoin d'avoir ces informations. Ça enlèvera un fardeau aux entrepreneurs québécois, surtout avec la loi C64 qui s'en vient. Toutes nos données des employés, on doit les conserver parce qu'on en a besoin, mais on doit les protéger aussi. Je n'ai pas besoin de les avoir tout le temps et de les garder. Je voudrais juste vérifier, puis toutes les preuves, puis les évidences que j'ai fait la vérification. J'aimerais ça sur cette espèce d'infrastructure-là, juste pouvoir vérifier. Puis mon dernier point, c'est l'interopérabilité. Si on fait ça au Québec, il faut absolument que si je m'en vais en Ontario ou si je m'en vais dans une autre province, ben ma mallette numérique continue de fonctionner. Je prends un exemple bien simple. Dans l'ancien temps, on prenait l'avion des fois. Là, ben, je m'en vais, je prends l'avion pour m'en aller à Toronto faire des affaires. Je présente mon identifiant qui est mon permis de conduire. Ben là, je vais présenter mon jeton numérique qui dit que je suis bel et bien qui je prétends être. Ça va passer à Québec. J'arrive pour revenir le soir chez nous. Là, je suis obligé de ressortir mon vieux identifiant papier ou mon passeport. Là. Mais donc, l'interopérabilité est vraiment un objectif hyper important que si on met de l'avant ce projet-là, il faut que ça soit là, un des objectifs là, principaux du projet. Donc, c'est mes 4 objectifs. Si je peux me permettre de faire du pouce sur ce que Martin disait, je pense que c'est une belle occasion de mettre la technologie puis les innovations technologiques au profit de principes qui existent déjà, en fait, là, dans la loi. Là. Le critère de nécessité, là, on est censé se limiter dans les informations qu'on collecte à ce qui est nécessaire pour les fins pour lesquelles on les collecte, puis les conserver uniquement pendant la durée qui est nécessaire aussi pour remplir ces fins-là. Alors, le fait de valider une information, purement un fait, sans obtenir toutes les informations qui sont mentionnées sur cette pièce-là, par exemple, un permis de conduire, est-ce que la personne a un permis de conduire valide? Oui, parfait, check. Sans avoir besoin d'avoir les informations qui sont inscrites sur ce permis-là, ben, je pense que ça permet de rencontrer ces principes-là qui sont déjà dans la loi, là. Merci beaucoup. Marc-André, quelque chose à ajouter? Oui, si je peux faire moi aussi du pouce là-dessus, là, je pense qu'on s'entend sur ces principes-là. Si on réalise que si on est capable de parler de l'objectif du projet, puis qu'on est capable de cerner un objectif, on passe à côté des possibilités. Tu sais, ça doit être un projet, juste nous, on est un petit panel de gens avec plusieurs horizons et plusieurs perspectives différentes. On est capable d'en trouver 4, 5, 6 objectifs. Je pense que si le projet était élargi, je pense que s'il y avait des gens avec des backgrounds différents qui contribuent à ce projet-là, on serait capable d'avoir une liste absolument infinie là, d'avantages à aller de l'avant avec une identité numérique qui est plus robuste que, je reviens à tantôt, là, le simple identifiant. Puis peut-être pour préciser un petit peu un enjeu qu'on a aussi, c'est l'intégrité de l'information. Avoir l'information qui est celle qui est la plus à jour, la plus valide. Cette semaine, je comprends qu'il y a la nouvelle loi sur les agences de crédit qui a été mise en place, où est-ce qu'il y a un pas qui est fait pour redonner un peu de pouvoir à l'utilisateur pour qu'il puisse avoir accès à son dossier de crédit, puis à la limite lever un flag s'il y a quelque chose. Ben ça, c'est un pas dans cette direction-là, où est-ce que l'information est accessible et on est capable de la corriger et on est capable d'avoir accès à celle qui est la plus à jour.
Est-ce que mon permis de conduire est échu? Ben, j'ai juste enlevé le petit collant qu'il y a en arrière de mon permis de conduire, puis j'ai plus de date de préemption. Fait que il y a aussi l'intégrité qui est un enjeu ou qui est un avantage à recourir à quelque chose comme une mallette. Merci beaucoup. Avant de continuer, d'enchaîner avec la prochaine question, je vais juste préciser, je vois qu'il y a des questions du public qui sont rentrées. On va se réserver quelques minutes à la fin pour pouvoir traiter ces questions-là. Donc, prochaine question, je la trouve particulièrement intéressante. Comment s'assurer de la sécurité des données qui ont été impliquées dans la création d'une identité numérique? Et même après discussion, je pense que cette question-là doit être ramenée à un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que le gouvernement devrait adopter comme prochaines étapes pour s'assurer de sécuriser l'ensemble des données qui sont déjà en sa possession à l'heure actuelle, avant même de se lancer dans un projet d'identité numérique, traiter la sécurité, là, qu'est-ce qui pourrait être fait dès maintenant par rapport aux données qui sont déjà entre la sécurité des données qui est déjà entre les mains du gouvernement? Moi, j'ai beaucoup d'opinions sur ça. Je vais me limiter un petit peu. Je pense que les choses les plus importantes là, qui devraient être faites, là, c'est de mettre de l'avant. Je sais qu'au niveau gouvernemental, il y a des politiques là, qui sont assez, qui sont pas très très précises. Hein. On ne dit pas tu dois faire ça ou tel contrôle de sécurité doit absolument être mis en place. C'est vraiment plus flou que ça. Je pense que si on veut commencer, tu sais, puis avant même de parler d'identité numérique, là, si on veut commencer à partager nos données, là, il faudrait vraiment qu'il y ait plus de transparence, qu'on dise voici les encadrements, là, les contrôles précis de sécurité. Là, puis je vais vous donner un exemple, ce que j'entends par contrôle de sécurité, une authentification à double facteur, par exemple. L'encryption d'un disque dur, ça, c'est un contrôle de sécurité. Mais il faudrait qu'on ait la liste des contrôles de sécurité qui sont nécessaires à mettre en place pour qu'une prestation de service soit faite au gouvernement. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ça. Tu sais, il y en a des responsables là, organisationnels de la sécurité de l'information dans les ministères et organismes, mais c'est pas nécessairement, ils sont pas imputables. Il y a souvent des rapports du vérificateur du vérificateur général qui sont accablants, mais on passe à l'autre année, puis ça reste comme ça. Ensuite, je reviens encore sur mon concept de transparence. Si on prend des organisations comme Apple ou des organisations comme Intel, il y a tout le temps des programmes de bug bounty, de data bounty. Donc, si tu trouves un bug, là, à Apple, un bug critique, ils peuvent te donner jusqu'à 1 million de dollars parce que tu as trouvé un bug qui permettait de compromettre un de leurs systèmes d'OS. Si tu trouves des données qui peuvent permettre d'identifier une fuite de données à quelque part, ben, tu pourrais être rémunéré pour ça. Donc, avoir des contrôles de sécurité qui sont précis, dire voici à quoi on s'engage comme gouvernement, puis laisser une espèce de validation crowd, là, s'assurer que ces contrôles-là sont là, puis que les gens qui sont en mesure de le faire, le test, le vrai test de feu, je pense que ça permettrait là, de donner une certaine confiance aux citoyens par rapport aux mesures qui sont mises en place pour protéger les données qu'ils ont déjà. Puis il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, mais commencer par ça, puis peut-être en faire un projet fort. Peut-être le dossier de santé du Québec, dire voici les contrôles de sécurité qu'on va mettre, on le communique, les contrôles de sécurité qui sont déjà en place, puis peut-être avoir un bug bounty, un data bounty alentour de ça, puis ça permettrait de vraiment tester, puis tester la solidité de ce qu'on a mis en place. Merci beaucoup. Vincent, quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, ben, 2 points. Je pense que ici, on doit tenir en compte d'abord le fait que quand on veut amener quelque chose de nouveau, technologiquement nouveau, ou est-ce qu'on va remplacer un processus par un nouveau, il y a une première difficulté qui est de dire faut défaire le premier système pour faire l'autre. Il y a une période de transition, il y a des adaptations, puis on parle d'une situation qui n'est pas uniforme à travers les organismes publics et les ministères. Donc,
Si on prend le cas de l'Estonie, par exemple, bon, que les gens connaissent bien maintenant, eux, il y a une situation critique où finalement tout le système est quasiment tombé à terre. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on peut reconstruire sur une nouvelle base, puis on construit comme il faut dès le début. Tandis qu'ici, la difficulté qu'on a au Québec et avec les systèmes gouvernementaux, c'est qu'on part d'un ancien système. Donc, il y a une difficulté additionnelle. Mais ceci dit, à travers tout ça, s'il y avait juste, pour faire du pouce sur ce que Martin disait, d'abord une uniformisation des processus pour avoir plus de transparence, avoir des méthodes qui vont être affichées pour gagner de la confiance du public, mais par ailleurs pour uniformiser les questions de sécurité puis s'assurer qu'on va avoir le même niveau un peu partout et que ce ne sera pas des situations de facto dans chaque ministère. On fait un peu comme on pense, puis comme on pense que c'est mieux. Je pense que ce sera déjà une bonne première étape pour ensuite migrer vers une identité numérique. Merci beaucoup. Est-ce que Marc-André ou Sophie, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Sophie, je suis sûre que tu as quelque chose. Est-ce que tu veux y aller? Ça prend les budgets pour aller avec ça aussi, hein? Excuse-moi, Sophie. Oui, effectivement. Je suis pas vraiment dans en pouvoir d'octroyer des budgets, par contre. Mais non, en fait, ce que j'allais dire, c'est que par rapport à la sécurité, je pense qu'il faut faire une distinction assez importante parce que là, si on reprend encore le projet gouvernemental, c'est d'essayer, je pense, de diminuer la fraude, d'améliorer l'efficacité à l'interne, puis d'améliorer l'expérience du citoyen, tu sais. Par contre, je pense qu'il y a une distinction entre que d'avoir un mode d'identification ou d'authentification qui, du point de vue du citoyen, semble centralisé ou uniformisé versus que la base de données le soit. C'est parce que c'est sûr qu'à partir du moment où on a une grosse base de données qu'on peut dire centralisée, ben c'est sûr que là, les mécanismes de sécurité, les mesures en place pour protéger ça doivent être en conséquence et c'est sûr que le risque de brèche est beaucoup plus important versus si on segmente tout ça puis on y va plus, par exemple, selon le principe du blockchain où ben à ce moment-là, c'est des paramètres de certification qui sont morcelés et donc décentralisés. Donc, je pense que ça, c'est important à considérer aussi. Puis j'ai l'impression que le discours est peut-être un petit peu paradoxal là, par rapport à ça. Fait que clairement, je pense qu'il y a des recherches et des expérimentations à faire à ce niveau-là. Une mauvaise compréhension. Merci. Puis, le modèle, je pense que excuse-moi, Marc. Le modèle centralisé, décentralisé, là, il n'y a pas encore vraiment de vision définie, même au fédéral, c'est pas encore clair. Tu sais. Est-ce qu'on va avoir seulement les données qui sont nécessaires dans chacun des organismes, puis on a une gestion des clés d'accès qui est complètement décentralisée, ou on veut plus centraliser les données, puis avoir une espèce de modèle d'accès qui est centralisé, puis après, on va chercher les données une fois qu'on a fait l'accès. Il y a plusieurs analyses qui sont en train d'être faites, là, puis d'ailleurs, il y a quelque chose au fédéral, j'ai noté le nom quelque part, là, le Digital ID and Authentication Council of Canada, là, depuis 2010, là, ils réfléchissent à ça. Là. Il y a le Pan-Canadian Trust Framework qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place. Je sais qu'ils sont en train de voir s'ils vont collaborer avec le gouvernement du Québec. Mais la vision centralisée, semi-décentralisée ou complètement morcelée, là, il n'y a pas encore vraiment de framework établi puis disent that's the way to go. Là. C'est encore il y a des avantages et des inconvénients à tout ça. Là. Complètement décentralisé, l'approche qui appelle le Sovereign Identity, là, où est-ce que tu as ton portefeuille, ton digital wallet, puis c'est toi qui le gères complètement, ben, il y a des enjeux de sécurité aussi là-dessus parce que le citoyen doit gérer sa clé privée. Là. Puis, on a de la misère à gérer nos mots de passe encore. Fait que, tu sais, une fois que j'ai la clé puis que j'ai accès à ta mallette numérique, ben là, j'ai accès à ta vie au complet. Puis je peux le faire sans qu'il y ait une caméra qui voit que je ne suis pas la bonne personne, sans qu'il y ait un agent qui voit que la photo ne fit pas avec ou l'âge ne fit pas avec le profil. Donc, il y a des enjeux de sécurité dans tous les modèles. Puis il n'y a pas encore une
adhésion globale sur un modèle en particulier. Merci beaucoup, Martin. Martin-André, de... je vais te laisser ajouter ton mot. Mais tu as parlé de deux éléments. Tu as parlé du fédéral qui a commencé à parler d'un programme de certification, là. Donc des certifications externes. Je sais que ça a rapport avec pas la donnée personnelle en tant que telle, mais toutes les données. Donc, il y a cette avenue-là à considérer qu'il y a des organisations qui pourraient commencer à certifier, oui, des programmes, des mesures, il faudrait que ce soit sur des standards, etc. Mais il y a peut-être cette avenue-là qui pourrait être intéressante à mettre en place ou à formaliser en tout le moins. Clairement, j'ai pas d'expertise au niveau technologique. C'est sûr qu'il y a une attention à porter sur la technique, sur la technologie en arrière, sur les mesures à prendre pour protéger l'information. Mais tu as amené le point on a de la misère à gérer nos propres mots de passe actuellement. Il y a cet adage parce que les fraudeurs, eux, se concentrent pas sur les processus, ils se concentrent sur les individus, hein, où ils targetent les individus, les mauvais comportements des individus, phishing, etc. Donc, je pense que qu'est-ce que je peux contribuer à cette discussion-là au niveau de comment sécuriser l'information? Ben, c'est en ne se concentrant pas que sur les processus et sur l'aspect technologique de la chose, mais en se concentrant sur la littératie numérique du citoyen. Parce qu'ultimement, c'est le citoyen. Et on peut donner une carte d'assurance sociale à tout le monde. Il faut quand même leur dire qu'ils ne doivent pas la porter sur eux en tout temps. On s'apprête à faire quelque chose numérique, donc accessible de absolument partout, tu l'as dit. Mais je sais très bien que les gens ont encore des mots de passe écrits sur un post-it sur l'ordinateur ou bien derrière l'ordinateur où est-ce que les personnes qui leur parlent sur Teams peuvent les lire. Donc, ou les passwords 1, 2, 3, 4. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi du travail à faire au niveau des individus et pas seulement qu'auprès des processus ou auprès des systèmes qui protègent l'information, parce qu'on peut faire ça, on peut être hyper robuste côté processus, on peut être certifié côté processus, mais si la personne n'a pas un mot de passe ou ne protège pas ce à quoi il a accès, tout ça va avoir servi à rien en fait. Je vais faire du pouce à quelques termes utilisés. On parle de gros projets, hein, c'est des grands projets, on parle de sécuriser, on parle d'allocation de budget, on parle de maturité des organisations, du gouvernement, du end user, évidemment aussi. Donc, ça amène cette question-là, comment le gouvernement, les entreprises, et j'ai envie d'ajouter les individus, mais concentrons-nous peut-être sur le gouvernement et les entreprises, peuvent intervenir pour changer la culture qui entoure toute la notion de données confidentielles et de leur protection. Marc-André a fait les sourcils lui ont levé. Est-ce que tu peux te lancer? Ben, en fait, changer la culture. Changer une culture, c'est deux gros mots hyper chargés, là, parce que changer, ça veut dire faire des actions très concrètes pour que dans, idéalement, 3 mois, mais plus réalistement, 3 ans, 6 ans, 10 ans, il y a une culture de sécurité qui se soit forgée. Mais c'est long, changer une culture. Donc, on a eu des idées là, en débrief d'actions qu'on pourrait faire, mais on peut pas penser que dès l'année prochaine, les gens vont avoir une culture de sécurité. On le voit, il y a eu des breaches qui se sont passés, les gens ont eu cet effet-là, ils ont sont tous allés voir s'ils étaient clients de l'une ou l'autre de ces organisations. Mais est-ce que leur culture a changé? Est-ce que leurs comportements ont réellement changé? Peut-être une prise de conscience qui a été faite. Mais parce qu'on parle de changer la culture de quelqu'un de 75 ans à qui on martèle, fais attention parce que tes petits-enfants peuvent voler, autant que la personne qui a 15 ans, qui est née dans les réseaux sociaux et qui voit que le côté positif, qui voit que les avantages à recourir à la technologie. Fait que c'est changer des cultures plutôt qu'une culture. Je pense qu'est-ce qui est nécessaire de faire, c'est de s'entourer. Le gouvernement ou les organisations ne peuvent pas travailler chacun de leur côté à changer leur propre culture. Je pense que ça prend des étapes de discussion, de la collaboration. Ça, c'est sûr et certain. Là. Ça prend des espaces où est-ce que des gens de plusieurs backgrounds avec des enjeux qui sont différents, comme le panel d'aujourd'hui, puissent confronter un petit peu leurs idées puis trouver en fait où est-ce qu'ils ont des points communs puis où est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble à changer leur propre culture ou à changer leur propre comportement, leurs actions, leurs activités au day-to-day
pour que, ultimement, la personne qui ne traite pas l'information adéquatement, elle soit la seule et non pas elle soit la norme. Fait que je pense que je passerai par la collaboration et surtout par trouver des enjeux communs plutôt que d'essayer d'identifier chacun dans notre propre silo qu'est-ce qu'on est capable de faire. Merci. Est-ce que Vincent, peut-être, tu veux enchaîner? Oui. Ben, j'ai quelques points, moi, là-dessus, sur ce changement de culture-là, bon, qui entoure les données, les renseignements personnels, leur protection. D'abord, si on parle d'un projet public, d'abord, bon, il y a un parti au pouvoir qui va présenter un projet et aussi bien construit soit-il, il y a des questions en matière de politique qui vont faire que, bon, c'est correct que ce soit challengé par les partis d'opposition, mais parfois, ça peut avoir l'effet que on va mettre un petit peu trop de l'avant parfois les bugs potentiels, les risques potentiels, parce qu'évidemment, on veut faire valoir un point différent du parti au pouvoir pour se différencier. Et à terme, ça peut avoir un effet néfaste, c'est-à-dire d'amener un questionnement du public, de dire « Oh, mais ils ont soulevé des bons points, donc finalement, peut-être que c'est dangereux. » Et donc, quand c'est un projet qui est public, puis on l'a vu avec l'application Alerte COVID, malgré qu'il y a des commissions parlementaires, malgré que la sécurité des processus, tout ça soit bien expliqué, c'est pas nécessairement ce qui ressort dans le bulletin de nouvelles à la fin de la journée comme la clip intéressante. Donc, il y a cet enjeu-là qui est difficile. Sur les changements de culture, ceci dit, qui peuvent quand même être opérés, il y en a un qui serait plutôt forcé, c'est-à-dire quand le gouvernement adopte une nouvelle loi pour venir dire, bon, on va mettre des sanctions plus importantes à partir du moment où vous ne faites pas attention aux données ou vous les gérez incorrectement. Donc, l'aspect bâton, c'est-à-dire on va vous cogner dessus si vous ne le faites pas, puis il faut que la sanction réellement ait un effet. Si la sanction est trop molle, est trop douce, ben peut-être qu'on n'entraînera pas du tout de changement de comportement. Et par ailleurs, du côté des entreprises elles-mêmes, ben on en voit qui commencent elles-mêmes à changer leur culture, puis même le marketing autour de leurs services. Pensons à Apple en ce moment. Si vous remarquez bien, Apple, dans leur marketing, au cours des derniers mois, eux, ils se présentent maintenant vraiment comme l'entreprise techno de la Californie, là, dans les géants, qui, elle, va s'assurer de la protection de vos renseignements personnels, qui, elle, va vous dire quand une app essaie d'utiliser vos données ou de les collecter. Et dans leur positionnement marketing, ils ont pris la position que nous ne sommes pas comme Facebook, nous ne sommes pas comme Google et les autres. Et au final, ce qu'on voit comme mouvement en ce moment dans le marché, c'est que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les utilisateurs. Donc, par une décision d'entreprise dans le marché, on voit qu'il y a un changement de culture et finalement, pour eux, qui est même payant en termes financiers. Donc, beaucoup de commentaires ici. J'aurais pu en parler pendant 1 heure, mais je vais laisser les autres commenter. Merci, Vincent. Sophie, peut-être? Oui, ben en fait, mon commentaire va pas mal dans le même sens que celui de Vincent. Je pense que ça passe beaucoup par la proactivité des entreprises, par la transparence. Il y a une grosse mission d'éducation et de vulgarisation à faire aussi à ce niveau-là, parce que c'est une chose, je pense que les personnes qui sont plus initiées se concertent pour en venir avec trouver des solutions aux enjeux communs qu'ils peuvent avoir, et je pense que c'est une très bonne chose. Par contre, il faut que les gens qui ne sont pas initiés puissent comprendre quels sont ces enjeux-là, puis quelles sont les mesures qui vont être prises ou qui sont considérées pour pallier à ça. Donc, je pense qu'il y a une démocratisation du sujet qui doit être faite. J'ai l'impression que la sécurité de l'information, la vie privée, c'est sur toutes les lèvres. Mais en même temps, quand on parle de cybersécurité, de sécurité de l'information, c'est quelque chose qui peut faire peur à des gens qui ne sont pas dans le domaine. Donc, je pense que pour gagner la confiance des gens et pour justement faire un tournant ou un changement de culture, comme on disait dans la question, ben, j'ai l'impression qu'il faut aussi passer par ça. Là. Merci. Martin, peut-être? Moi, je suis d'accord avec oui, copier-coller de tout ce que mes collègues ont dit. J'ajouterais que si on veut aller un petit peu plus vite, ben, la culture, ça démarre à start at the top. Si on veut changer la culture, ben, ça passe par de la sensibilisation. Puis, je pense que le projet de loi C64 là, sur les renseignements personnels qui a des petites dents, là, ça commence à montrer le ton que les renseignements personnels des gens, ben, quand on en a notre possession,
faut les traiter avec diligence. Mais je reviens à mon sujet de transparence de tantôt. Si le gouvernement disait, ben, voici les projets qu'on va faire, voici c'est quoi nos objectifs de protection des renseignements personnels puis de cybersécurité. Puis on fait comme Apple, je vais faire du pouce sur ce que Vincent a dit avec des programmes de bug bounty qui sont très généreux. Ben ça forcerait autant les gens qui l'exécutent de le faire bien puis de s'assurer que le projet est complété avant de le mettre en production puis qu'il est quand même assez sécure parce que ça coûterait très cher. Puis ça donnerait la confiance aux gens parce qu'il y a plusieurs personnes qui feraient des tests sur ça, qui s'assureraient de la cybersécurité et tout ça. Et ça permettrait de remonter le niveau partout. Tandis qu'aujourd'hui, ben, on n'a pas ça. On est un petit peu dans l'obscurité. Merci beaucoup. Marc-André, le mot de la fin, c'est Anne-Marie, ben oui, en fait, je ferais juste le pendant du bâton, parce que moi aussi, j'aime bien l'analogie du bâton. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un autre côté, hein, le bâton et la carotte. Puis, je trouve ça fort intéressant d'avoir entendu parler de ça. Je pense que c'était en Europe, si je ne m'abuse, en France, où est-ce qu'il y avait des projets de liste verte. Donc, des organisations qui adoptaient des lois ou des réglementations avant qu'elles soient obligées de le faire, qui étaient plus transparentes. Bref, il y avait à remplir certains critères, puis il était sur une liste verte. Puis le simple fait de faire partie de cette liste verte-là faisait en sorte que toutes les autres organisations étaient de facto sur une liste noire, où ils n'étaient juste pas sur cette liste-là. Ce qui remettait en fait entre les mains du consommateur à dire ben je suis intéressé à faire affaire avec cette organisation-là plus qu'à une autre. Donc, il y avait l'approche carotte qui était de récompenser des bons comportements, que ce soit même avec des incitatifs ou des aides gouvernementales là, à mettre en place des programmes de gestion de gestion ou de gouvernance de la donnée ou d'adoption anticipée. Je trouve intéressant aussi le fait d'être capable d'aller d'un côté ou de l'autre, soit le bâton ou la carotte. Avoir les deux outils, bref. Donc, vos réponses sont super intéressantes. Je trouve ça le fun. On parle de transparence, etc. La prochaine question est peut-être un peu, excusez l'anglicisme, mais tricky, en ce sens que, les manchettes ont beaucoup changé dans les dernières années. Étant en cybersécurité, j'ai pas envie de dire enfin, mais un peu, parce que faut que le public soit au courant de ce qui se passe dans les organisations. Est-ce que le gouvernement est pas la bonne personne, mais comment le gouvernement du Québec va se débrouiller pour obtenir l'adhésion et la confiance de la population sur un projet comme celui de l'identité numérique? Je précise la question, c'est qu'on parle de transparence, on parle d'éducation, de bâton et de carotte, mais est-ce que le gouvernement, dans sa position actuelle, va réussir à obtenir l'adhésion du public à un projet comme celui-là? Donc, comment? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place par le gouvernement pour y arriver? Encore une fois, si identifie, je vais commencer, si identifie les facteurs de succès de leur projet, c'est quoi l'objectif du projet, quels sont les facteurs de succès, puis s'il y a quelque chose, là, je me souviens plus quel des collègues parlait du What's in it pour le citoyen, là. Si on voit qu'on va être gagnant, que ça va être plus efficace, qu'il va y avoir de la réduction de fraude, que nos données vont être mieux protégées, puis qu'ils sont transparents dans comment ils vont le faire, c'est quoi les critères de cybersécurité, ben je pense qu'il va y avoir de l'adhésion. Parce que techniquement, personne n'aime ça traîner aller demander à ton école pour avoir ton diplôme, renvoyer ça à ton employeur une copie. Puis là, je vous parle même pas quand quelqu'un décède, là. Ça, je pense que vous avez peut-être tous un peu passé par là, un grand-père ou un parent. Les échanges de documents papier, c'est très pénible. Donc, si on était capable de démontrer ça, de démontrer la valeur, puis de dire, ben, à la fin du projet ou chaque phase du projet, voici où est-ce qu'on est rendu, puis est-ce qu'on a atteint ces objectifs-là, je pense qu'il y aura une adhésion. Moi, je ferais une analogie ici avec les fameux guichets automatiques. Parce que si on recule il y a bien longtemps, quand les institutions financières se sont mis à dire, savez-vous quoi, vous n'aurez plus besoin de vous rendre physiquement devant une personne qui vous répond, vous allez pouvoir retirer de l'argent dans une machine.
Et je veux dire, pour avoir discuté avec mes grands-parents lorsqu'ils étaient en vie de la question, pour eux, c'était un grand changement. Puis il y avait une question de confiance. Puis comment cette machine-là va me donner de l'argent? Puis là, je parle pas à quelqu'un. Est-ce qu'il va avoir un problème? Et au final, c'est un changement qui a été graduel. Et je pense qu'à la fin de la journée, il y a eu une période transitoire où les deux systèmes fonctionnaient, mais les gens ont vu rapidement les avantages du nouveau. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'attendre en file, c'est plus rapide. Bon, je peux faire toutes sortes d'actions plus rapidement comme ça. Et jusqu'au jour où, bon, ben, finalement, il y a presque plus de caissiers maintenant si on va dans une institution financière. Et là, on passe à un autre niveau, c'est-à-dire maintenant, est-ce que j'ai encore besoin même du billet physique? Donc, on va faire des transactions en ligne parce que tranquillement, encore une fois, peut-être plus les grands-parents, peut-être nos parents, les premières fois qu'ils devaient faire du commerce en ligne, c'est « Oh mon Dieu, je vais donner mon numéro de carte de crédit, est-ce que c'est sécuritaire, tout ça? » Et on est passé de ça à, maintenant, en pandémie, la majorité de nos achats vont se faire en ligne dans plusieurs cas. Donc, je pense que si on ramène ce principe-là à un projet avec le gouvernement, c'est probablement d'avoir une certaine période transitoire où certains services vont pouvoir être obtenus à la méthode classique, actuelle, complexe, pas très user-friendly, ou la version très simple, plus sécuritaire, rapide, qui permet que nos données puissent être utilisées de manière beaucoup plus simple, ou encore les informations que nous, on veut transmettre, que ce soit fait de manière beaucoup plus simple, et à terme, tranquillement remplacer le système. Mais c'est sûr que là, d'avoir deux systèmes parallèles, ça amène des enjeux de sécurité de processus, mais je pense que ça doit se faire d'une manière graduelle. Je vois mal le gouvernement du jour au lendemain dire à partir du 31 décembre, vous utilisez notre système d'identité numérique ou sinon vous n'avez plus accès au service. Je pense pas que ça va se faire dans une cassure comme ça. Donc, la période transitoire risque de donner confiance aux gens. Merci. Sophie, quelque chose à ajouter? Oui, bien en fait, je pense que ça revient aux enjeux de transparence et d'éducation, là, parce que, tu sais, j'ai l'impression que, oui, évidemment, il faut parler des bénéfices puis des avantages que ça peut avoir pour les utilisateurs. Je pense que ça ne veut pas pour autant dire de passer sous silence les risques afférents qu'il peut y avoir s'il y en a. Mais par contre, je pense que justement, de mentionner quels sont les risques et de mentionner les mesures qui sont prises et qui sont développées, mises en place pour pallier à ces risques-là, fait partie du processus pour obtenir la confiance des utilisateurs ultimement, là. Merci beaucoup. Je vais faire un commentaire hyper rapide, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que toutefois, les changements sont, je m'en disais qu'ils sont très rapides. En fait, c'est qu'ils sont déjà commencés. Puis avec ma question, en réponse à cette question-là, c'est quelle est l'autre option? Parce que les entreprises privées, fort intéressées, ont déjà créé leur propre identité numérique ou l'équivalent d'eux, ont déjà créé leur propre wallet qui fait en sorte que pour accéder aux services de cette organisation-là, qui n'est plus que du streaming audio, qui n'est plus que du courriel, mais qui maintenant prend beaucoup d'ampleur. J'ai un même identifiant pour plusieurs services, pour plusieurs outils technologiques. La réalité, c'est que désormais, on parle d'identité numérique. Le gouvernement semble l'avoir clairement dit. C'est le gouvernement, c'est l'affaire du gouvernement. C'est la partie qui est, selon moi, la moins intéressée à avoir un parti pris ou à aller utiliser de façon malicieuse, bref, l'information, là. Donc, c'est plus ça. Quelle est l'autre option? Est-ce que c'est de laisser l'identité numérique à des entreprises à but lucratif versus le gouvernement qui, en théorie, veut toujours notre bien? Alors, voilà le pont à cette prochaine question. Quelle autre option, en fait, quel palier gouvernemental devrait en avoir le contrôle? Si la seule option qu'on a, c'est de s'en aller vers une identité numérique, quelle option avons-nous d'un point de vue palier gouvernemental pour avoir le contrôle et la mise en place de ce projet-là? Je pense que la réponse très simple, ce serait de dire on devrait simplement s'authentifier sur Facebook et ce serait très simple. Donc, évidemment non. Évidemment non. Bon, quand on est dans les questions de contrôle gouvernemental, la difficulté, c'est que au Canada, on vit dans une très belle monarchie constitutionnelle, dans une fédération. Donc, on a les provinces, on a le fédéral, il y a tout le temps des questions de chicane constitutionnelle, on est dans les compétences de qui.
Et au final, même en termes actuels, quand on regarde quelles lois s'appliquent pour les protections des renseignements personnels, ben, on a 4 lois différentes qui se chevauchent. On a des lois dans le secteur privé et dans le secteur public. Et pour chacune, on en a une version fédérale puis une version provinciale. Et l'une et l'autre se renvoient la balle entre elles lorsqu'on arrive à l'application. Donc, bref, dans ce contexte-là de la Constitution canadienne, selon moi, même si on disait que ça devrait être le fédéral ou ça devrait être le provincial, dans les faits, il y aura probablement les deux, il y aura probablement une duplication. On souhaiterait une collaboration, puis il y a certaines provinces là, qui collaborent avec le fédéral, mais si on regarde à la fin de l'année au Québec, on doit faire une déclaration de revenus au Québec, on doit en faire une au fédéral. Pourquoi on en fait deux? Bonne question, mais on veut le faire nous-mêmes parce qu'on est au Québec. Donc, j'entre pas dans les commentaires politiques ici, mais tout ça pour dire que en termes de palier de contrôle, je pense qu'il y aura toujours le fédéral et le provincial vont chacun garder une certaine mainmise sur certains aspects de ces projets-là, là, chacun de leur côté. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, j'aimerais ça qu'on ait le temps de prendre quand même quelques questions du public. Fait que si on pouvait y aller rondement sur cette histoire de palier gouvernemental, je pense être respectueux du temps des gens également. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter sur cette question de quel palier du gouvernement devrait avoir le contrôle? C'est un monde, on est dans un marché global. Vas-y, mon cher. Je vais y aller, je vais être super bref. En fait, étant donné qu'on est dans un monde, dans un marché global, idéalement, ça serait un palier de gouvernement mondial, là, dans le sens que ça serait tout le monde sur la même plateforme. Or, on sait très bien que ça n'arrivera pas, ou si ça arrive, on va tous être morts auparavant. Je pense, par exemple, qu'il faut être au courant, justement, que peu importe ce qu'on va décider de faire, que ce soit au Québec, que ce soit à Montréal, au Québec ou au Canada, on va toujours être comparé, on va toujours devoir se comparer, savoir les différences entre les différentes juridictions, si ce n'est que pour l'interopérabilité, comme il a été mentionné, mais pour aussi éviter qu'il y ait un débalancement entre les chances de l'un et de l'autre, dépendamment de où est-ce qu'on se situe sur la planète. Fait que je dirais juste qu'il faudrait être au courant, il faudrait savoir qu'on est dans un marché global et non pas qu'on réglemente seulement pour le Québec, parce que et voilà. Merci. Martin, tu voulais ajouter quelque chose, je crois? Très rapidement, là, moi je le vois comme un ensemble de ce qu'on appelle des trustees. C'est-à-dire que j'ai peut-être mon gouvernement provincial, puis c'est sûr qu'il va être là parce que lorsque que je viens au monde puis qu'il y a mon acte de naissance, la création de mon identité se fait au provincial. Mais ensuite, il y a des identifiants qui se créent, des fournisseurs, des émetteurs d'identifiants, permis de conduire, assurance maladie, carte de banque, puis il y a des vérificateurs d'identifiants. Donc, peut-être ma banque qui veut vérifier que je suis vraiment qui je suis. Donc, voyez-le comme tous des petits ronds là, partout qui communiquent ensemble via une plateforme qui serait l'Internet avec du blockchain probablement, puis avec un système d'interopérabilité. Donc, le palier de gouvernement est responsable des données qui lui sont propres, qu'il a le need to know, là, qu'il a besoin d'avoir. La banque est responsable des données qu'elle a besoin d'avoir, puis le fédéral est responsable des données qu'il a besoin d'avoir. C'est comme ça que je le verrais. Merci beaucoup. Sophie, si j'ai ton blessing, j'enchaînerai avec les questions du public. Ah oui, tout à fait. Parfait, superbe. Donc, la première question, c'est est-ce que l'enjeu de la littératie technologique est un obstacle important à l'implantation d'identité au Québec, d'identité numérique au Québec? Est-ce que Marc-André... C'est moi qui ai parlé de littératie. Moi, je veux dire que c'est fondamental. C'est fondamental. Je reviens avec une analogie dont je n'ai pas parlé, mais c'est comme si on allait fournir une Ferrari à chaque personne, à chaque individu au Québec, sans penser à est-ce que tout le monde a un permis de conduire, est-ce que tout le monde sait les règles avec lesquelles on doit jouer avec ce joujou, et sans savoir s'il y a l'infrastructure nécessaire pour le faire. Bref, c'est sûr et certain que la littératie, il faut élever, ou il faut tout le moins s'assurer que ce qu'on remet entre les mains des individus, ces mêmes individus-là vont savoir la portée, vont savoir, est-ce que les individus savent la valeur de leurs données? Présentement, ils mettent un signe de dollar à qu'est-ce qu'ils doivent payer pour avoir une assurance contre la fraude, mais au-delà de ça, la valeur, la réelle valeur de qu'est-ce qu'il y aurait dans leur mallette, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui a la même connaissance de ça. Donc, je pense que
Si ça se fait pas avant, ça doit se faire en parallèle, c'est sûr et certain, mais on doit mettre autant d'emphase sur s'assurer que les gens comprennent que bâtir les règlements ou même fournir ou bâtir l'infrastructure autour de l'identité numérique. Donc, aujourd'hui, la littératie telle qu'elle est représente un obstacle. Elle doit être élevée, augmentée, détaillée et communiquée. Absolument. En fait, c'est un enjeu à considérer. Peut-être pas un obstacle à faire avant, mais oui. Vincent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à ajouter sur cette question? Non? Alors, j'enchaîne avec la suivante. Donc, on entend beaucoup parler du passeport vaccinal par plusieurs pays. Est-ce que cela ne va pas accélérer un projet d'identité numérique? Ben, ça pourrait en faire partie. Ça fait partie d'un identifiant qui serait dans ta mallette. Tu as été vacciné, puis tu as la preuve, puis il y a quelqu'un qui est un trustee qui l'a vérifié que c'était vrai. Un peu comme ton acte de naissance aujourd'hui. Donc, ça ne l'accélérera pas, c'est comme un nouveau besoin. Ben, c'est ça, souvent, quand il y a plus de besoins, on va plus vite vers la solution, donc, ou du moins vers réponse à ce besoin. Donc, est-ce que vous avez des opinions divergentes? Vous êtes tous d'accord avec le fait que cette pandémie il y aura des plus, il y a certainement beaucoup de moins, mais il y aura des plus, et d'accélérer certaines choses, comme potentiellement, est-ce que cette sorte on parle de passeport vaccinal dans plusieurs pays, mais il y a d'autres initiatives dans d'autres pays qui se font. Est-ce que ce serait pas justement dans cette portion de la réponse il n'y a pas d'autres options que de s'en aller vers là, de voir ce qui se passe dans les autres pays, puis qu'est-ce qui se passe avec le passeport vaccinal, si c'est pas quelque chose qui va accélérer le projet d'identité numérique pour le Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à ajouter par rapport à la question? Moi, j'ajouterais ici simplement que prenez le passeport régulier dont vous avez besoin pour voyager. Il est encore en papier, il est encore physique, puis il y a toutes sortes de mesures physiques dessus pour essayer de montrer que c'est pas un faux. Donc, avant de dire que là, tout d'un coup, on va avoir un passeport vaccinal, puis tout d'un coup, on va avoir un système fiable, sécuritaire, interopérable partout sur la planète dont tous les gouvernements vont faire l'utilisation. Je pense que cette pandémie-là va être passée, puis on va être rendu pas mal plus loin dans le temps avant qu'une chose pareille. J'osais pas le dire, Martin, mais au final, je veux dire, reste que en ce moment, certains pays exigent une preuve de test COVID négatif pour revenir dans un pays, puis c'est encore des papiers imprimés qui peuvent être forgés, qui peuvent être contrefaits. Donc, ça risque d'être un facteur qui va faire considérer l'utilisation d'outils numériques à toutes sortes de fins, mais je pense pas qu'on va voir le passeport vaccinal arriver comme la chose qui va propulser une identité numérique à vitesse grand V. Merci. Autre question du public. Quelle est la réelle valeur pour un citoyen comme chacun d'entre nous, la réelle valeur de l'identité numérique pour le client, pour le citoyen, en fait, pour le end-user? On a parlé de fraude, on a parlé de... Oui, Martin? Ben, moi, c'est les mêmes, les objectifs que je voyais pour le projet, c'était la valeur pour moi, c'était très égoïste comme, comme objectif pour le projet. C'est vraiment diminuer la fraude, diminuer l'empreinte de mon identité qui est copiée partout, m'assurer qu'elle est à jour, puis l'efficacité opérationnelle. Je vais donner l'exemple je sais pas, d'un employé où est-ce que je dois vérifier son credit check, je vais vérifier s'il y a vraiment les études qu'il prétend avoir. Est-ce qu'il est vraiment qui il prétend avoir? Est-ce que ces expériences de travail qu'il met de l'avant pour qu'on l'engage, est-ce que sont vraies? Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour valider ça. Si on était capable de le faire de façon numérique, en ayant juste une réponse vrai ou faux, ce serait beaucoup plus rapide. Quelqu'un qui décède aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà passé par là, mais ça prend un peu comme dans les 12 travaux d'Astérix, ça prend le laisser-passer A21 avant de pouvoir avoir l'acte de décès, avant de pouvoir avoir l'assurance, tout ça, ça prend une éternité. Donc, si ça pouvait être numérique et être rapide, ben, je pense qu'il y a un avantage pour le citoyen, il y a un avantage pour l'entrepreneur, puis il y a un avantage aussi au niveau gouvernemental. Donc, surtout
fondamentales au niveau de la forme, au niveau de l'efficacité au quotidien. Opérationnel. Ouais. Merci. Quelqu'un avait quelque chose à ajouter sur cette question de valeur pour... Non? Alors, je pense qu'à moins que que quelqu'un veuille préciser ou ajouter quelque chose, c'est la fin de ce panel. Donc, merci beaucoup à nos 4 panélistes d'avoir pris le temps aujourd'hui de sujet qui est l'identité numérique. Merci à tous d'avoir assisté aussi au panel, d'avoir posé des questions. Et afin de continuer dans la programmation de l'événement, je vous invite à rejoindre la prochaine session qui a lieu, si je ne me trompe pas, à 15h15. Donc, le titre, c'est l'expérimentation comme facteur clé de succès de l'innovation et c'est présenté par IDEO. Alors, merci tout le monde. Passez une très belle fin de journée. Au revoir. Merci. 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 Merci.